Bonjour Christine Bénévent, merci d'avoir accepté l'invitation d'Entretemps. Alors, vous êtes titulaire de la chaire d'histoire du livre à l'École nationale des chartes, à la suite d'Annie Charon et de Henri-Jean Martin, qui est bien connu pour avoir écrit en 1958 l'apparition du livre, qui est considéré comme le texte fondateur de l'histoire du livre à la française. Pourtant, là, vous avez travaillé pour votre thèse plutôt dans le champ des études littéraires. Vous avez étudié la correspondance d'Erasme. Comment est-ce qu'on passe de la littérature à l'histoire du livre? Alors, ça passe essentiellement par des rencontres et des opportunités. Donc effectivement, j'ai une formation purement littéraire. J'ai intégré l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud en littérature et je n'avais aucun doute sur le fait que c'était ma vocation. Et puis, il s'est trouvé que, une fois que j'ai soutenu ma thèse, donc, qui portait, comme vous l'avez dit, sur la correspondance d'Erasme, donc corpus de littérature néo-latine, dans lequel j'avais quand même été amenée à m'intéresser un petit peu à des questions matérielles. Donc après avoir soutenu ma thèse et été qualifiée aux fonctions de maître de conférence, parmi les postes qui s'étaient ouverts quand j'ai candidaté, il y avait un poste donc à l'université de Tours qui était profilé sur deux sections disciplinaires, la 22e donc en histoire et la 9e en littérature. Et c'était essentiellement pour prendre en charge des cours dans le cadre d'un master professionnalisant, patrimoine écrit et édition numérique, et puis des cours voilà, portant sur la Renaissance, mais à la fois sur la littérature de la Renaissance et sur des disciplines plus techniques comme la paléographie. Voilà, et donc je me suis présentée sur ce poste, j'ai été élue. J'ai passé un été terrible à m'initier à la paléographie de la Renaissance, à laquelle je ne connaissais absolument rien. Et puis, voilà, j'ai occupé ce poste pendant presque 10 ans, en assurant des cours en histoire du livre, en bibliographie matérielle, alors sur la période moderne, mais aussi sur la période contemporaine. Voilà, et puis aussi bien par les cours que parce que j'étais amenée à faire dans le cadre de mes recherches, puisque j'ai été intégrée à un programme de recherche qui était les bibliothèques virtuelles humanistes, donc vraiment de la numérisation de livres anciens sur lesquels il fallait produire des notices, puis voilà, réfléchir à la façon de les sélectionner. Voilà, donc pendant 10 ans, je me suis initiée à l'histoire du livre. J'ai eu la chance de partager le bureau de Pierre Aquilon, qui est un homme merveilleux et qui est très très généreux, spécialiste en particulier des incunables. Et tout ça donc m'a permis d'acquérir une certaine expertise qui a rendu ma candidature sur la chaire donc, d'histoire du livre et de bibliographie à l'École des Chartes moins décalée que je ne l'aurais pensé a priori. Et donc voilà, j'ai été élue en 2015 et c'est vrai que désormais je n'ai plus du tout de cours vraiment littéraires dans les cours que je dispense. Je suis vraiment sur l'histoire du livre, l'histoire des bibliothèques, la bibliographie matérielle, etc. Alors voilà, il y a eu des opportunités, il y a eu des rencontres, mais je pense aussi qu'il y avait quand même une forme d'interrogation et d'intérêt pour les questions matérielles, voilà, qui ont aussi prédisposé un petit peu à favoriser ces rencontres. Donc vous avez récemment publié 2 ouvrages. Le premier, qui est intitulé Miroir d'encre, est issu de votre travail d'habilitation à diriger des recherches. C'est un essai qui mêle un regard réflexif sur votre parcours et un regard pluridisciplinaire sur l'histoire et le rôle du livre dans les sociétés passées et présentes. Donc c'est un essai dans lequel vous mobilisez à la fois
l'histoire du livre, la théorie littéraire et l'histoire matérielle. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre cette articulation au cœur de vos travaux ? Comme je le disais précédemment, c'est vrai que je pense que je suis venue à l'histoire du livre par un intérêt pour la matérialité et ce que j'essaye d'articuler dans Miroir d'encre, donc qui est issu de la synthèse qu'on doit produire dans le cadre d'un dossier d'HDR qui est une sorte d'autobiographie intellectuelle, enfin d'égo-histoire comme disent les historiens. J'ai essayé d'articuler les différents rapports que j'ai pu avoir avec le livre, d'une enfance et d'une adolescence lectrice, vraiment passionnée, à l'étudiante en littérature, mais formée plutôt dans la mouvance de la nouvelle critique, à travers Roland Barthes, Gérard Genette, des auteurs qui semblent postuler une sorte d'intangibilité du texte. Et puis la découverte, effectivement, du livre comme objet matériel, et après de tout ce qui va s'articuler à cette approche du livre comme objet matériel. Et voilà, parmi les moments un petit peu de révélation sur ces enjeux-là, j'ai un souvenir assez précis en classe de Cagnes, alors qu'on était justement dans cette perspective très structuraliste, intertextuelle, où l'objet livre semblait un petit peu évacué. J'ai un souvenir très vif d'un cours où on nous avait invité à réfléchir à ce que ça provoquait comme posture de lecteur de lire Oedipe Roi dans la série noire de Gallimard, puisque vraiment Gallimard a publié en série noire une nouvelle traduction donc, de cette tragédie grecque. Et donc le fait de prendre un livre avec un code propre au roman policier, souvent c'était le jaune et le noir pendant longtemps, créer une attente de la part du lecteur d'une certaine intrigue, avec un coupable, qu'on cherche, un crime, etc. On n'est pas dans la même posture de lecteur que quand on s'apprête à lire une tragédie grecque. Et pour moi, ça a été vraiment une première révélation, ce moment-là, sur l'importance de la dimension matérielle de l'objet. Alors là, c'est vraiment les dispositifs éditoriaux qui sont en jeu, mais dans l'appréhension qu'on a en tant que lecteur de cet objet-là. Et le deuxième grand moment de bascule pour moi, c'est un cours donc à l'École normale supérieure, un cours de Jean-Charles Montferrand, au cours duquel il nous fait lire un extrait de la préface de Roger Chartier à l'ouvrage de Mackenzie, donc sur la bibliographie et la sociologie des textes, qui dit qu'un texte est toujours inscrit dans une matérialité, même s'il est lu, même s'il est produit sur une scène de théâtre, évidemment s'il est inscrit dans un livre, et que cette matérialité a des effets sur notre perception du texte, sur notre interprétation du texte. Voilà. Et donc c'est vraiment par cette question matérielle que j'entre dans les problématiques d'histoire du livre, que je découvre la façon dont la discipline a pu se constituer en Angleterre, à la fin du 19e notamment, au début du 20e siècle, autour des incunables et du corpus shakespearien, et que je réalise que ces questions matérielles n'ont pas seulement des enjeux de réception, parce qu'en tant que littéraire, je pense que c'est par ce biais que j'y arrive, mais qu'une enquête sur le livre lui-même, cet objet-là, qu'analyser cet objet-là nous permet, dans une certaine mesure, de reconstituer les conditions de sa production, et qu'à partir de ces analyses, on peut aussi commencer à se faire une idée des conditions de production du livre
au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, comment fonctionne un atelier, comment travaillent les compositeurs, comment travaillent les correcteurs, et que donc à travers cette enquête-là, il y a un enjeu aussi qui peut être de l'ordre de la reconstitution historique et engager des problématiques économiques, sociales, politiques, religieuses. Voilà. Alors justement, cette façon d'aborder les choses par la matérialité apparaît aussi dans une autre publication bien plus récente, puisqu'elle est sortie le 7 décembre, je crois. Elle s'inscrit dans un programme éditorial qui a été lancé par l'École nationale des chartes et qui vise à proposer des textes courts dans un but de vulgarisation auprès du grand public. Et vous avez choisi donc de faire un abécédaire insolite du livre ancien, dans lequel on apprend une quantité de choses et qui est surtout très drôle. Je vais lire votre entrée sur la lettre T. Donc vous avez choisi truie, donc je vous cite. Pourquoi donc les Français appellent-ils peau de truie ce cuir ivoire qui, estampé à froid, recouvre de nombreuses reliures germaniques de l'époque moderne? Ne glisse-t-il pas, se disant, sur une double peau de banane? D'abord, madame, quoique peut-être moins poilue, n'avait probablement pas le monopole en la matière, et Véra, Porcelet, Cochonnet, Goret et autres pourceaux devaient tout autant y laisser leur peau. Laquelle matière putrescible et très proche de la peau humaine faisait en outre l'objet d'un traitement, le tannage, en l'occurrence végétal, qui la transformait en cuir. Quelle peau de vache a voulu féminiser à toute force le derme suidé, etc. Je pourrais citer d'autres exemples, notamment l'entrée sur la coquille ou l'entrée sur gothique. Donc vous avez choisi ici, outre la matérialité, de laisser une large place à l'humour. Quelle valeur ajoutée l'humour apporte dans ce genre de publication? Alors, disons que le projet de départ pour le texte qui devait paraître dans la collection autour de la question de l'histoire du livre, de la bibliographie matérielle, à l'origine, ça devait être le texte de mon cours inaugural, puisque lorsque je suis arrivée à l'École des Chartes, on avait réinstauré ce rituel du cours inaugural, mais j'avais beaucoup réutilisé ce que j'avais fait pour ce cours inaugural, aussi bien dans ma synthèse que dans Miroir d'encre. Donc ça me semblait un peu délicat de republier ce texte que finalement j'avais beaucoup retravaillé, réinvesti dans d'autres productions. Après pas mal d'hésitations, finalement les éditrices ont admis qu'il valait mieux trouver autre chose, mais il fallait trouver une idée, et j'avoue que sur le coup j'étais un petit peu perplexe. Et en fait, c'est à la faveur d'une soutenance d'HDR, d'une collègue historienne d'art, qui avait eu l'idée lumineuse, enfin moi j'ai trouvé que c'était de proposer une synthèse sous forme d'abécédaire, que l'idée d'un abécédaire m'est venue pour cette collection. Et en fait, le fait de me créer cette contrainte, puisque je devais trouver un mot par lettre pour pouvoir respecter les règles de l'abécédaire, m'a conduite à imaginer des entrées parfois un petit peu décalées, parce que par exemple pour W, Y ou Z, ça n'avait rien d'évident. Et en fait, ce décalage nécessaire, je pense, m'a incité à aller encore plus vers l'idée de jouer sur ce décalage, de jouer sur l'humour. Le qualificatif d'insolite est venu de l'éditrice et il a aussi contribué à orienter ma façon d'écrire. Je trouvais intéressant d'essayer de réinvestir certains procédés pédagogiques, par exemple, pour essayer de faire passer des choses auprès des élèves. Effectivement, la bibliographie matérielle peut leur paraître un peu aride, et donc j'essayais toujours de trouver une petite anecdote ou des choses qui pouvaient s'inscrire et rendre la matière un petit peu plus attrayante. Et donc j'ai réinvesti certains
de ces moments pédagogiques dans l'abécédaire. Voilà. Après, il y a aussi que je me suis amusée à écrire cet abécédaire. C'est vrai que Truy, je pense que c'est l'entrée où j'en ai le plus rajouté, mais parce que le sujet s'y prêtait. Il y a d'autres entrées où on oscille davantage entre l'humour et puis quelque chose de plus sérieux, voire où on reste assez sérieux quand même. Toujours dans cet abécédaire, vous vous adressez régulièrement à votre lectrice, à votre lecteur. D'ailleurs, vous commencez les premiers mots de la première entrée sur l'amour et l'amitié sont « Ami lecteur, tu trouveras peut-être étrange que cet abécédaire ne commence pas par « ancien ». Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous adresser à votre lecteur, à votre lectrice comme ça? Alors, ça n'a pas vraiment été un choix réfléchi, c'est-à-dire que c'est venu un petit peu spontanément dans la mise en œuvre de l'écriture, avec, je pense, à l'esprit aussi bien l'adresse de Montaigne au lecteur en ouverture des essais que Rabelais, le poème au début de Pantagruel qui s'adresse là aussi aux amis lecteurs. Voilà, une sorte d'appel à la connivence. Alors oui, je pense que ce que j'ai eu en tête aussi, c'est Jacques le Fataliste, parce que ça, c'est vraiment un texte que j'aime beaucoup et qui joue constamment, qui interpelle son lecteur. Je pense que, étant donné qu'on avait joué la carte de l'humour, ça devenait presque nécessaire de faire appel à la connivence et à la bienveillance du lecteur. C'est-à-dire qu'il faut que le lecteur soit dans une bonne disposition, enfin une disposition bienveillante à l'égard du texte pour accepter un petit peu ce contrat de lecture fondé sur l'humour. Voilà, je pensais aussi à un très bel article de Michel Jeanneret justement sur Rabelais et la façon de construire une communauté de lecteurs unie par une certaine éthique qui engage justement une éthique de la lecture et voilà, un rapport de complicité entre l'auteur, le texte, le lecteur qui le reçoit en bonne part. À propos des notes de bas de page, donc dans vos deux publications, dans vos travaux académiques, vous êtes assez amatrice des notes nombreuses et conséquentes, alors que dans Miroir d'encre, les notes sont très très laconiques. En fait, vous renvoyez simplement à une référence. Et dans l'abécédaire, les notes sont quasiment absentes. Alors, depuis Anthony Grafton, on sait l'importance des notes dans la façon de construire le savoir. Comment est-ce que vous avez réussi à gérer et parfois à contourner les exigences éditoriales par rapport aux notes dans ces deux publications? Oui, alors c'est effectivement une question intéressante, parce que notamment pour Miroir d'encre, ça a été une demande de l'éditeur par rapport au texte original où j'avais, comme d'habitude, succombé à la tentation des notes obèses. Enfin, ça a été une demande très claire de supprimer au maximum les notes. Et donc j'ai dû réécrire mon texte pour essayer d'éliminer le maximum de notes, ce qui impliquait de rétablir dans le texte même un certain nombre de références, de pouvoir les donner dans le texte plutôt que pouvoir les donner en notes. Et puis, quand ils ont lu le résultat, ils m'ont dit non, on va rétablir les notes en fait. Donc il a fallu recommencer l'écriture, mais effectivement en limitant les notes à un nom d'auteur, une date et puis une référence de page. Donc tout ce discours parallèle qu'on peut parfois mettre en place par le jeu entre les notes et le texte principal, voilà, tout ce discours n'existait plus. Et c'était voilà, très intéressant de se confronter à cette exigence-là. Et puis pour l'abécédaire, là aussi, l'idée c'était de limiter les notes au maximum. Mais on a trouvé intéressant avec l'éditrice
de jouer avec ce dispositif, parce qu'il y a beaucoup, finalement, il y a beaucoup de textes très intéressants qui jouent avec le dispositif de la note. Hein, j'en cite quelques-uns dans l'abécédaire. Et donc d'en faire un espace de jeu. Et donc il y a une note, en fait, donc elles sont toutes rejetées en fin d'ouvrage, puisque c'est le principe, donc il n'y a pas de note de bas de page. Et en fait, d'utiliser une des notes pour donner toutes les références que je ne pouvais pas donner, remercier tous ceux qui m'ont aidé, dont vous, Lucie, pour tous ceux qui m'ont aidé dans l'élaboration de ce texte, et voilà, de faire un petit clin d'œil à l'appel de notes auquel on résiste ou non en allant voir la note qui correspond, mais qui est rejetée en fin d'ouvrage. Et si je ne me trompe pas, votre entrée pour la lettre N dans cet abécédaire, justement, c'est la note et ce qui vous sert de prétexte justement pour renvoyer la note à la fin. Tout à fait. En fait, c'est à la fin de l'entrée note qu'il y a l'appel de note vers cette note un petit peu massive. Vous travaillez actuellement sur 2 autres publications qui vont arriver bientôt. La première, c'est une édition critique de l'Institution du Prince de Guillaume Budet. Et la seconde, c'est une édition savante d'un texte d'Erasme. Comment est-ce que vous situez ces deux travaux par rapport à Miroir d'encre et à l'abécédaire ? Alors j'ai envie de dire que j'ai un petit peu fait les choses à l'envers, parce qu'effectivement j'ai commencé la publication par 2 textes, que la plupart, je pense, des chercheurs ou enseignants-chercheurs publient plutôt après avoir fait leurs preuves sur le plan savant. Donc il se trouve que l'édition critique de l'Institution du Prince de Guillaume Budet correspond à mon inédit d'HDR, hein, donc que j'ai soutenu il y a presque 5 ans maintenant, donc ça traîne un petit peu. Quant au texte d'Erasme, donc c'est le De Recta Pronunciatione, donc c'est un texte assez technique sur la bonne prononciation du grec et du latin, qui engage vraiment des réflexions sur la phonétique, qui fait appel à un énorme savoir accumulé depuis l'Antiquité. Donc il y a énormément de références. Il y a énormément de références aussi aux langues contemporaines et la façon dont on prononce le grec et le latin selon qu'on est italien, allemand, français, etc. Et donc ça c'est un texte qui n'avait jamais été traduit en français, qui a été traduit par un grand érasmien qui est Jacques Chaumarat, qui est décédé en 1998. Et son exécutrice testamentaire nous a confié, on est plusieurs, la responsabilité en fait d'éditer le texte en ajoutant à la traduction tout ce qui pouvait aider un lecteur d'aujourd'hui à appréhender ce texte quand même assez difficile. Et donc on a fini par aboutir à un petit monstre, puisque il y a 80 pages de préface, d'introduction, 250 notes obèses, là pour le coup, qui vont être rejetées en fin d'ouvrage, après bien des discussions. Et voilà, ça c'est un petit peu effectivement le versant hérité de ce que j'ai fait dans le cadre de mon travail de thèse. Je continue à travailler sur Erasme et à toujours le retrouver avec grand plaisir. Mais voilà, ça c'est vraiment un travail savant qui intéressera, je pense, beaucoup tous ceux qui s'intéressent à la littérature de la Renaissance, aux questions de prononciation restituée. Mais c'est évidemment un public beaucoup plus restreint que celui que je peux espérer toucher avec, par exemple, le petit abécédaire. Et quant au texte de Guillaume Budet, là c'est un texte en français. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment un texte qui me permettait à la fois de mettre en jeu mon savoir philologique, une certaine expertise
sur les textes et qui en même temps a exigé toute une enquête de bibliographie matérielle parce que sur le plan des éditions de ce texte, qui sont donc posthumes après la mort de Guillaume Budet, on s'est rendu compte que voilà, il y a 3 éditions apparemment toutes datées de 1547 qui paraissent donc après la mort de Budet et après la mort de son dédicataire qui est François Ier. On s'est rendu compte que dans ces éditions, il y avait une multitude d'anomalies qu'on n'a pu résoudre que par... donc j'ai beaucoup travaillé avec Malcolm Wallsby à cette occasion. Et donc ces anomalies, on ne pouvait les résoudre qu'en creusant la façon dont ces livres avaient pu être produits. Et l'enquête matérielle nous a conduit à formuler des hypothèses qui engageaient des interprétations d'ordre politique, d'ordre religieux. Voilà. Et donc je trouve que c'est un texte très intéressant lui-même, mais sa destinée éditoriale est également très, très riche et très complexe. À ce propos, d'ailleurs, il me semble me souvenir que vous aviez écrit, donc avec Malcolm Wallsby, un article à visée assez large, puisque vous l'aviez publié dans Art et métiers du livre, il y a quelques années, et justement où vous faisiez appel aux lectrices et aux lecteurs pour leur demander s'ils avaient des informations sur ces textes. Malheureusement, notre appel n'a recueilli aucun retour. Oui, on faisait appel surtout aux bibliophiles parce que dans une des éditions, il manque, dans tous les exemplaires, dans les 50 exemplaires qu'on a pu consulter dans les collections publiques, il manque toujours 2 feuillets. Et on ne perd pas l'espoir de trouver un jour un exemplaire où ces feuillets auraient survécu, mais voilà, ou dans des défauts de reliure peut-être, mais qui pourraient corroborer les hypothèses que nous avons formulées. Et bon, je renouvelle l'appel aux bibliophiles s'il y a des exemplaires que nous n'avons pas consultés de cette institution du Prince publiée à La Rivoure près de Troyes en 1546-1547. On serait très heureux de pouvoir les consulter. Pour terminer cette entrevue, je voudrais vous demander quel est votre livre préféré ? Alors, c'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre, parce qu'il y a beaucoup de réponses possibles en fait. Disons que je pense que le livre qui a eu le plus d'importance dans mon parcours de lectrice, je l'évoque dans Miroir d'encre, c'est L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, parce que pour l'adolescente que j'étais, voilà, nourrie d'une littérature, alors qu'on peut à peine pas appeler littérature, vraiment plutôt de paralittérature, c'est-à-dire j'ai adoré Fantomette quand j'étais petite, mais ensuite j'ai lu beaucoup de romans sentimentaux, énormément de romans sentimentaux. Et je pense que la découverte de L'insoutenable légèreté de l'être, ça a été un vrai choc. Voilà, de découvrir une autre forme d'écriture et voilà, qui me parlait, mais sur un tout autre plan que ce que Pénac a appelé cette littérature du prêt à jouir, qui était un peu mon quotidien vers 12-13 ans. Et alors justement, il y avait un jeu, il y a un vrai jeu avec Jacques le Fataliste dans l'écriture de Kundera, alors pas spécialement dans L'insoutenable légèreté de l'être, mais voilà, il a réécrit d'une certaine façon Jacques le Fataliste et son maître par ailleurs. Et donc il y avait un rapport au lecteur, à la façon de construire l'écriture, l'intrigue, d'un petit peu décontenancer le lecteur, voilà, qui a été pour moi vraiment une révélation sur les pouvoirs de la littérature. Et donc c'est un livre qui a une énorme importance. Après, il y a quantité de livres auxquels je pense quand on me demande quel est mon livre préféré. J'ai envie de faire des listes très très longues, des livres auxquels je suis venue parce que d'autres lecteurs me les ont conseillés. Donc dans la littérature contemporaine, c'est vrai que
voilà, je lis toujours avec grand intérêt les romans d'Emmanuel Carrère, par exemple. J'ai particulièrement aimé D'autres vies que la mienne, mais voilà, parce que ça rencontrait aussi un moment de vie où, voilà, c'est un livre qui a accompagné un moment très douloureux de mon existence, quand ma mère a été malade et que j'ai perdu ma mère, et que ça, voilà, que dans ce livre, je trouvais des échos, des formes de réponses, des invitations à la réflexion sur ce que je vivais à ce moment-là. Après, voilà, sur le plan de la recherche, par exemple, il y a aussi des livres qui m'ont énormément marqué. Je pense à Cornucopia de Terence Cave, hein, qui pour moi a été une révélation aussi sur comment on pouvait lire les textes de la Renaissance. C'est une réflexion sur le motif de l'abondance dans la littérature de la Renaissance, et comment c'est à la fois quelque chose de très positif et puis qui peut se renverser en excès angoissant. Et c'est une lecture à la fois érudite, savante, nourrie de multiples autres lectures, et en même temps il y a un engagement personnel. Enfin, ça rend la littérature de la Renaissance accessible, capable de nous parler encore. Enfin, voilà. Donc ça a été aussi un livre très important pour moi. Après, dans un tout autre domaine, bien, le livre que vous m'avez fait découvrir, hein, L'art invisible, sur la bande dessinée. Voilà, on ne lit plus la bande dessinée de la même façon après avoir lu L'art invisible. Voilà, je pense que je pourrais multiplier les exemples. Bon, en poésie, voilà, je disais au tout début de notre entretien que j'étais entrée à Normal Sup pour faire des études de lettres, et je voulais travailler sur la littérature contemporaine, et je m'étais prise de passion pour les textes de Philippe Jacotet. Je lui ai consacré ma maîtrise. J'ai passé des années à lire Philippe Jacotet, à aimer ses textes, hein. Alors peut-être plus encore ses textes en prose finalement que sa poésie au final. Et donc, élire un livre préféré, c'est compliqué. Je pense qu'il y a plein de fragments de livres qui constituent une bibliothèque intérieure très précieuse. Vous nous avez parlé beaucoup de vos textes préférés. Est-ce que vous avez des livres dans le sens objet préférés ? Alors oui, je pense que je peux dire qu'il y a des livres préférés, mais que je ne posséderai jamais. C'est vrai que dans les découvertes progressives que j'ai pu faire en matière de matérialité du livre, la question des reliures a eu vraiment de l'importance, puisque dans les ouvrages que possèdent aujourd'hui les bibliothèques, en particulier la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque Mazarine, la Bibliothèque de l'Arsenal, voilà, qui ont pu se servir, hein, dans les dépôts littéraires à la Révolution. Les hommes qui ont fait ces choix avaient des goûts très sûrs. Il y a des reliures absolument extraordinaires. Et voilà, je me souviens de mon premier contact avec une reliure Grolier, hein, du nom de ce bibliophile très important de la Renaissance, hein, qui a constitué successivement 3 bibliothèques, hein, au gré des aventures et des déroutes, hein, qu'il a pu connaître dans sa vie. Et il faisait travailler donc pour lui des relieurs qui ont produit d'extraordinaires reliures avec des motifs géométriques, des entrelacs de couleurs différentes, donc peintes ou à l'aide de cire teintée. Et voilà, le premier contact avec une de ces reliures a été un véritable choc. Enfin, je crois que tous ceux qui tombent en présence d'une reliure Grolier peuvent le ressentir. Donc on peut en voir beaucoup, hein, sur le site reliure, hein, de la Bibliothèque nationale de France. Donc
Voilà, il y a des reliures absolument extraordinaires dans la contemplation desquelles on peut se perdre pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures. Et dans un tout autre registre, d'une certaine façon, hein, je ressens une sorte d'affection pour les tout petits livres produits notamment par les Elzévirs au XVIIe. Et alors ça, pour le coup, j'en possède un qui m'a été offert par la veuve d'un grand ami, André Gaudin, qui est donc une édition Elzévir des colloques d'Erasme, dans un tout petit format, une 24, ou, voire plus petit encore, et qui sont des chefs-d'œuvre d'élégance typographique, puisque voilà, le graveur qui travaillait pour les Elzévirs avait réussi à produire une police lisible dans des corps minuscules, ce qui est vraiment une prouesse technique extraordinaire, et qui donne lieu, voilà, à ces tout petits livres, hein, qu'on a envie de glisser dans sa poche et d'emporter partout avec soi. Merci Christine Bénévent de nous avoir accordé du temps. Merci beaucoup Lucie.